Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme on va continuer la leçon sur la tension électrique. Donc on va corriger l'activité 4 de la page 115, l'activité que je vous ai demandé de faire. Et puis on continuera ensuite sur l'activité 5, page 116. Donc il faudra tourner la page et puis ce sera cette activité là. D'accord, ce sera toujours sur la tension électrique. Mais on verra la première loi de la tension électrique pour l'activité 5. Avant de corriger l'activité 4, on va faire quelques petits rappels sur ce que c'est que la tension électrique. La dernière fois, je vous avais dit que la tension électrique, c'était une différence entre deux niveaux électriques. Et pour vous expliquer ça, j'avais pris l'exemple de l'orage, de l'éclair. D'accord ? Lors d'un éclair, en réalité, vous avez dans le nuage un niveau électrique qui est négatif, à la base du nuage par exemple, et un niveau électrique positif au niveau du sol. D'accord ? Que si la différence entre ces deux niveaux électriques devenait trop grande, alors il y avait un éclair qui se produisait. Normalement, l'air entre le nuage et le sol est un isolant électrique, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas l'électricité, l'air, d'accord, mais que dans certaines conditions, notamment lors d'un orage, la tension, c'est-à-dire la différence de niveau électrique entre l'orage et le sol, entre le nuage et le sol, était tellement grande que l'air ne jouait plus son rôle d'isolant, qu'il ne pouvait plus, si vous préférez, qui ne pouvait plus bloquer l'électricité entre le nuage et la Terre, et que du coup le courant électrique, l'éclair en fait, qui est un courant électrique, pouvait circuler entre le nuage et le sol. D'accord ? J'avais fait une petite analogie, notamment avec par exemple deux objets qui avaient une température différente. Par exemple, si je prends, j'avais pris je crois l'exemple d'une table et d'un glaçon, un truc comme ça. Rapidement je le refais. Donc si j'ai une table ici, d'accord, avec un glaçon qui est posé dessus, voilà. Si le glaçon a une température T égale à, je sais pas moi, moins 5 degrés Celsius, et que la température et que la table a une température égale à plus 5 degrés Celsius, on va dire, d'accord, et bien la différence de température entre la table et le glaçon, elle est de 10 degrés. D'accord, la différence de température, elle est de 10 degrés d'écart en fait. D'accord, moins 5 pour le glaçon, plus 5 pour la table, donc ça fait un écart entre les deux de 10 degrés. Ok, donc quand on a un écart de température entre deux objets qui se touchent, eh ben, on a un transfert de chaleur. La chaleur va de l'objet le plus chaud, donc ici la table, vers l'objet le plus froid, donc ici le glaçon. Donc en fait on va avoir la chaleur qui va passer de la table au glaçon, jusqu'à ce que les deux objets atteignent la même température. Et à ce moment-là, une fois que les deux objets auront la même température, je refais la table avec le glaçon pour que vous compreniez bien. Donc j'ai mon glaçon ici, ma table ici. Une fois que mon glaçon et ma table ont la même température, c'est-à-dire T égale à peu près à 0 degrés Celsius, on va dire. Comme ça le glaçon reste, l'eau reste sous forme de glace ici. Quand les deux objets ont la même température, 0 degré et 0 degré, bah, finalement la différence de température entre les deux, bah, elle est de 0 degré. Hein. La différence de température est de 0 degré. Et donc on n'a plus de chaleur qui passe d'un objet à l'autre. D'accord ? On n'a plus de chaleur qui passe de la table au glaçon, parce que les deux ont la même température. Ok ? C'est la même chose pour une pile. D'accord ? Par exemple, si je dessine une pile... Oula, très mal dessiné. C'est pas très grave. Si je dessine une pile ici, avec le pôle plus ici et le pôle moins ici, voilà. Donc j'ai une différence de niveau électrique entre cette partie de la pile et cette partie de la pile. Par exemple, au niveau du pôle plus, je peux avoir un niveau électrique. Alors on avait dit, attention, le niveau électrique, on les notait U. D'accord ? Donc un niveau électrique est égal à, par exemple, je sais pas moi, 2 volts. D'accord ? Et ici, au niveau du moins, j'ai un niveau électrique est égal à moins 2 volts, cette fois-ci. Alors la différence de niveau électrique entre les deux bornes de la pile, entre le plus et le moins, elle est de 4 volts. D'accord ? U égale 4 volts. Ça, c'est la différence de niveau électrique entre le plus et le moins. D'accord ? Donc, on avait dit que justement, comme ils n'ont pas le même niveau électrique, eh ben il y a l'électricité, comme dans un nuage et le sol, l'électricité a envie de passer d'un niveau électrique à l'autre. D'accord ? L'électricité a envie de passer du plus au moins, par exemple. D'accord ? Sauf que l'électricité ne peut pas passer du plus au moins parce qu'il y a l'air entre les deux. D'accord ? Sinon, ça ferait un arc électrique pour aller du plus au moins.
Mais comme l'air ici est isolant électrique, et comme la différence de niveau électrique n'est pas assez grande entre les deux bornes, alors l'électricité ne passe pas du plus au moins. Pour que l'électricité passe du plus au moins, il faut que j'ajoute un matériau conducteur entre la borne plus et la borne moins, pour relier les deux bornes. Donc par exemple, là, si je rajoute un fil, bon, pareil, je l'ai très mal dessiné, ce trait-là, c'est un fil de cuivre qui relie la borne plus à la borne moins. Le cuivre, c'est un conducteur électrique, donc il va laisser passer le courant, ici, du plus vers le moins, d'accord? Jusqu'à ce que les deux niveaux électriques, comme dans le cas du glaçon et de la table, jusqu'à ce que les deux niveaux électriques soient identiques en fait. Donc par exemple, l'électricité va passer, voilà, de la borne plus à la borne moins, parce qu'il y a une différence de niveau électrique entre les deux, mais, hop, je redessine la pile ici, une fois que le niveau électrique, donc l'électricité va passer jusqu'à ce que le niveau électrique au niveau de la borne plus, ici, et le niveau électrique de la borne moins soit égal. Donc par exemple ici, je peux arriver à niveau électrique U égale 0 volt. Et là aussi, niveau électrique U égale 0 volt. Donc la différence de niveau électrique entre les deux bornes de la pile, entre le plus et le moins, U est égal à 0 volt. D'accord? Et comme pour la température, quand j'ai les deux bornes ici qui ont le même niveau électrique, eh ben, il n'y a plus d'électricité qui passe. D'accord? Il faut voir ça. Alors, je vais vous faire une autre analogie pour ceux qui auraient toujours pas compris. Il faut voir ça comme, par exemple, vous prenez une grande cuve, voilà, qui est remplie d'eau. Par exemple ici, voilà, elle est remplie jusqu'ici l'eau, ok. Et cette grande cuve, elle est reliée à une autre cuve qui, elle, est vide. Voilà, d'accord? On va dire que l'eau qui est ici dans cette cuve-là, dans la cuve à gauche, elle est remplie à une certaine hauteur. D'accord? Donc ici jusque-là, on va dire qu'il y a une hauteur H. D'accord? On va dire H1 même. Hauteur numéro 1, H1. Et bien entendu, dans la cuve numéro 2, alors, il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai tracé ça, là. J'ai fait une bêtise, là. Alors, attendez. Je vais recommencer depuis le début. Donc, je vais faire une nouvelle analogie pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, rapidement. Donc, imaginez que vous preniez une cuve, d'accord, une grande cuve. Voilà, une sorte de récipient, si vous préférez. Un récipient qui est rempli d'eau. D'accord? Donc je vais faire un trait ici pour bien dire que ici il y a plein d'eau. Okay? Tout ça là, c'est rempli d'eau. D'accord? Cette cuve-là, elle est reliée à une autre cuve. Mais cette deuxième cuve, elle est vide. Il n'y a pas d'eau dedans. D'accord? Voilà. Pour éviter que l'eau passe de la cuve à l'autre cuve, je mets un robinet ici. D'accord, hein? Ça, c'est un robinet que je peux ouvrir ou fermer en fonction de ce que je veux faire. D'accord? Donc vous avez de l'eau ici, mais après le robinet, vous n'avez pas d'eau. Et la cuve qui est à droite est vide. La cuve qui est à gauche et qui est remplie d'eau, elle est remplie d'eau à une certaine hauteur. Donc je vais faire une double flèche ici pour bien dire que là, cette hauteur d'eau, on va l'appeler H1. D'accord? Donc ça, c'est la hauteur d'eau numéro 1 dans la cuve numéro 1. Dans la cuve numéro 2, il n'y a pas d'eau. Donc forcément, la hauteur est égale à 0. Hein, ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre le robinet? Bah, c'est facile, si j'ouvre le robinet, vous allez avoir l'eau de la cuve numéro 1 qui va passer à la cuve numéro 2. Et on va se retrouver à un instant donné dans cette configuration-là. Donc avec ici une hauteur d'eau qui a diminué, et ici dans la cuve numéro 2, une hauteur d'eau qui a augmenté. D'accord? Donc cette fois-ci H1 est plus petite, la hauteur numéro 1 de la cuve numéro 1 est plus petite que la hauteur de la cuve numéro 1 d'avant, et la hauteur d'eau dans la cuve numéro 2, que je peux noter H2 ici, est plus grande que la hauteur d'eau
dans la cuve numéro 2 du premier exemple. Bien entendu, parce que dans le premier exemple, il n'y avait pas d'eau encore dedans. Donc on ne peut pas dire que l'eau avait une hauteur, il n'y en avait pas. Mais ici, il y en a une. D'accord? Donc finalement, là où j'avais une différence de hauteur ici entre les deux cubes, on va dire que ici H1, on va dire que H1 est égal à 4 mètres d'eau, et ici H2 est égal à 0 mètre. D'accord? Donc là, dans le premier exemple, j'avais une différence de hauteur de 4 mètres. D'accord? Ça, c'est la différence de hauteur, 4 mètres. Dans l'exemple numéro 2, je peux dire que H1 n'est plus égal à 4 mètres, l'eau a diminué, donc je peux dire que ici H1 est égal à 3 mètres. D'accord? Et ici, H2 est égal à 1 mètre, pardon. À 1 mètre. On va dire ça. D'accord? Donc ici, j'ai toujours... Enfin non, excusez-moi, je n'ai plus toujours une différence de 4 mètres, mais j'ai plus qu'une différence de hauteur de 2 mètres. Hein. Entre 3 mètres d'un côté et 1 mètre de l'autre, j'ai une différence de 2 mètres. D'accord? Donc je n'ai plus la même différence de hauteur entre le premier exemple ici et le deuxième exemple ici. D'accord? Et il va arriver un moment où, bien entendu, l'eau dans les deux cuves va avoir la même hauteur. D'accord? Voilà, donc ici, la hauteur dans la cuve numéro 1 est égale à 2 mètres, par exemple, et la hauteur dans la cuve numéro 2 est égale aussi à 2 mètres. Hein. Le niveau de l'eau est le même entre les deux cuves. Donc la différence de hauteur entre les deux cuves ici, elle est égale à 0 mètre. Et quand la différence de hauteur d'eau entre les deux cuves est égale à 0 mètre, ben, il n'y a plus d'eau qui passe d'une cuve à l'autre en fait. Là, toute l'eau est on va dire, en équilibre. D'accord? Il n'y a plus d'eau qui passe de la cuve numéro 1 à la cuve numéro 2, ou d'eau qui passe de la cuve numéro 2 à la cuve numéro 1. Si je voudrais... Si j'aimerais qu'il y ait toujours de l'eau qui circule, il faudrait que je repompe l'eau du réservoir numéro 2 pour le remettre dans le réservoir numéro 1. D'accord? Et là, il y aurait de l'eau qui pourrait ensuite couler du réservoir numéro 1 jusqu'au réservoir numéro 2. Mais il faudrait que je fasse l'effort de repomper l'eau d'un réservoir dans l'autre en fait. D'accord? Donc ça, c'est un deuxième exemple de ce qu'on appelle la différence. Là, c'est une différence de hauteur qui va entraîner justement le courant d'eau. Parce qu'en fait, si je reprends ici mon premier exemple, quand j'ouvre ici le robinet, comme il y a une hauteur d'eau très grande dans la première cuve, l'eau va couler très vite au départ. D'accord? Donc il y aura un courant d'eau très rapide. Puis au fur et à mesure que l'eau va passer dans, dans la deuxième cuve, et bien comme la différence de hauteur entre les deux cuves diminue, je n'ai plus que 2 mètres de différence de hauteur entre les deux cuves, et bien le courant d'eau entre les deux cuves va aller de moins en moins vite. D'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant d'eau du tout ici dans le troisième exemple. Là, il n'y a plus de courant d'eau du tout parce que les deux cuves ont la même hauteur. Bah, c'est exactement pareil pour une pile. D'accord? Si je prends une pile ici, si je reprends mon premier schéma ici, si je reprends ici ma pile, alors la première pile plutôt, au départ j'ai une différence de niveau électrique de 4 volts entre le plus et le moins. Hein, mon plus est à 2 volts et mon moins est à moins 2 volts. Donc j'ai une différence de niveau électrique de 4 volts, donc le courant électrique va passer vite en fait, hein, du plus vers le moins. Mais au fur et à mesure que le courant passe, la différence de niveau électrique va diminuer entre les deux pôles, entre les deux bornes de la pile. Donc jusqu'à ce que je me retrouve avec une différence de niveau électrique de 0 volts, ici. D'accord? D'ailleurs je me suis trompé. Non, c'est ça, voilà. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une différence de niveau électrique entre 0 volts et 0 volts. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde tout ça. Alors bien entendu, là j'ai pris l'exemple de la pile avec 2 volts pour le plus et moins 2 volts pour le moins. Mais j'aurais pu prendre, je sais pas moi, 24 volts pour le plus et 12 volts pour le moins. Et ça aurait fonctionné aussi. Hein, d'accord? Voilà. Voilà pour le petit rappel sur ce que c'est qu'une tension électrique. Une tension électrique, c'est la différence de niveau électrique entre deux bornes d'un dipôle en fait, que ce soit une pile ou que ce soit autre chose. D'accord? Voilà.
Voilà. Et c'est cette différence de niveau électrique qui va faire avancer le courant électrique. En fait. S'il n'y a pas de différence de niveau électrique entre le plus et le moins d'une pile, alors il n'y aura pas de courant électrique qui pourra passer du plus au moins. D'accord? Donc il faut bien voir ça en tête. Hein, d'accord? La tension exprimée en volts, c'est simplement la différence de niveau électrique entre les deux bornes d'un dipôle. Ok? Voilà. Si vous vous rappelez plus de ça, repensez un petit peu aux deux cuves avec l'eau. Quand j'ai une grande hauteur dans une cuve, alors pour vous c'est plutôt comme ça avec l'exemple, quand j'ai une grande hauteur d'eau dans une cuve, eh ben, l'eau va passer d'une cuve à l'autre, si les deux cuves sont reliées bien entendu, et au fur et à mesure que l'eau passe d'une cuve à l'autre, eh bien, le courant d'eau va aller de moins en moins vite. D'accord? Et du coup, jusqu'à ce que les deux hauteurs d'eau soient la même hauteur, et du coup, il n'y ait plus de différence de hauteur entre les deux. Parce que c'est bien la différence de hauteur qui fait passer l'eau d'une cuve à l'autre. Comme pour une pile, je le répète, c'est une différence de niveau électrique qui fait passer l'électricité d'une borne à l'autre. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. J'ai pris combien de temps à dire tout ça là? Ouais, à peu près un quart d'heure quoi. Donc ça fait beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez toujours pas. On va du coup maintenant corriger l'activité. Donc prenez tous vos livres à la page 115, activité 4. Alors très rapidement, on avait trois documents. Un document qui parlait de la mesure de sécurité et qui disait que justement pour changer une lampe de sécurité, il fallait couper l'alimentation au niveau du tableau électrique. Dans votre maison, vous avez tous un tableau électrique. C'est par là où rentre l'électricité, qui vient des fils électriques, etc. Et à partir du tableau électrique, cette électricité-là va être redirigée dans toutes les pièces de votre maison pour allumer les lampes, pour allumer n'importe quoi, l'électroménager, le frigo, etc. D'accord? Donc c'est au niveau du tableau électrique que vous avez tous les disjoncteurs qui permettent de contrôler en fait, ce sont des interrupteurs en fait, qui permettent de contrôler le passage ou non du courant électrique dans certaines pièces de votre maison. Voilà. Ensuite, le document 2, ça parlait de la tension électrique. Donc on vient de faire un rappel que la tension électrique se mesure grâce à un multimètre en mode voltmètre. La tension, ça se mesure en volts grâce à un voltmètre. D'accord? Comme l'intensité se mesure en ampères grâce à un ampèremètre. Voilà. Et enfin le document 3, il parlait de tension limite de sécurité. Voilà, il parlait un petit peu de sécurité, que en milieu sec, une personne ne doit pas pouvoir être exposée à une tension de plus de 50 volts. D'accord? Et en milieu humide, la limite est de 25 volts. C'est logique que la tension limite en milieu humide soit plus basse que la tension limite en milieu sec. Parce que l'eau, c'est un conducteur électrique. D'accord? Enfin en tout cas, l'eau, alors pas l'eau pure, mais l'eau dans laquelle il y a des minéraux. D'accord? C'est un conducteur électrique. Donc si je suis mouillé, le courant électrique va passer beaucoup plus facilement par moi. Et donc il suffira d'une tension électrique plus faible pour faire passer un courant électrique plus facilement. D'accord? Que si j'étais tout sec. Okay? Bref, voilà. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, première question. Réaliser un circuit électrique constitué d'une lampe et d'un générateur. Donc pour faire ça, je vous avais dit, comme d'habitude, qu'il fallait aller sur le site internet FET Colorado, qui vous permet de faire des circuits électriques. Donc on va y aller tout de suite. Donc on nous demande pour la première question de réaliser un circuit électrique constitué d'une lampe et d'un générateur. D'accord? Aussi simple que ça, donc ce sera un circuit en série. Je l'ai construit très rapidement ici, derrière vous pouvez le voir. Alors j'ai utilisé la deuxième batterie qui était disponible. Vous savez que vous avez deux batteries possibles, vous avez deux piles possibles. La première ici avec la première lampe ici. Moi j'ai utilisé la deuxième batterie, deuxième lampe. Avec la première ça aurait été la même chose, c'est simplement que la deuxième pile on peut avoir une tension beaucoup plus grande et donc je peux me rapprocher de ce qui se passerait dans la réalité avec les prises électriques que vous avez chez vous. D'accord? Voilà, et la lampe c'est pareil d'ailleurs. Bref, donc première question, réaliser le circuit électrique, le voici, c'est très simple. Je vais faire rapidement le schéma normalisé à la correction sur mon cahier, enfin sur ma feuille ici. Donc on avait la borne plus de la pile en haut, la borne moins de la pile en bas, et des fils qui relient ensuite à la lampe. Voilà, je le fais un peu rapidement, bon, c'est pas très grave. Voilà. D'accord? Donc ça c'est mon circuit électrique de base, un circuit en série, parce que vous voyez qu'il n'y a qu'une seule boucle, avec le plus de la pile, donc niveau électrique plus, et le moins de la pile, niveau électrique moins. D'accord? Deuxième question, mesurer la tension électrique aux bornes du support de la lampe, puis aux bornes d'un fil de connexion lorsque petit a le générateur est éteint et petit b le générateur est allumé. Et ensuite regrouper les mesures dans un tableau. Alors là, la question est un petit peu mal posée, parce que ce ne sera pas raccord avec la dernière question. Je m'en suis aperçu en corrigeant l'activité.
il y a écrit aux bornes d'un fil de connexion. Mesurer la tension aux bornes d'un fil de connexion. On pourrait penser que c'est de n'importe quel fil de connexion dont on parle, mais en réalité, je pense que c'est le fil de connexion qui relie, enfin deux fils de connexion qui relient à la lampe en fait. D'accord? Bon, vous allez comprendre de toute manière. Ok? Allez, donc on va faire la deuxième question. Donc, on nous dit, dans le cas du générateur éteint, il faut mesurer la tension aux bornes de la lampe et du fil de connexion. D'accord? Donc, petit a, générateur éteint. Et on fera petit b, générateur allumé. D'accord? Donc petit a, générateur éteint. Donc on mesure la tension aux bornes, on a dit, de la lampe. Donc je vous rappelle que la tension, on note U, donc U lampe pour tension borne de la lampe, est égale, du coup on va mesurer avec l'animation. Donc pour mesurer la tension, je vous rappelle, il faut utiliser le voltmètre ici. D'accord? On va avoir un fil du voltmètre qui va mesurer le niveau électrique aux bornes, enfin à une borne de la lampe, et le deuxième fil ici en rouge qui va mesurer le niveau électrique à la deuxième borne de la lampe. Et ensuite le voltmètre donnera la différence de niveau électrique entre les deux bornes de la lampe, ce qui donnera la tension. D'accord? Donc je prends mon premier fil. Alors il faut d'abord éteindre le générateur, hein, d'accord? On avait dit que la première mesure c'était générateur éteint. Donc pour éteindre le générateur, je vais simplement débrancher le fil ici. Voilà, donc la lampe s'éteint forcément. Donc je prends mon premier fil, je l'amène à la première borne de la lampe, et le deuxième fil rouge, je l'amène à la deuxième borne de la lampe. Et je lis une tension égale à 0 volts. D'accord? Donc je peux noter ici sur ma feuille de résultat, tension donc U lampe égale à 0 volts pour, je rappelle, le générateur éteint. Ensuite la tension borne du fil, d'un fil, est égale à combien? Donc pour faire ça, pareil, je refais exactement la même chose. Je reprends mon voltmètre, et cette fois-ci, je vais mettre les deux bornes du voltmètre au niveau d'un fil. D'accord? Alors, si je prends n'importe quel fil, je vais prendre celui qui est tout en haut ici, hop, et hop, je vois que la tension aux bornes de ce fil-là est égale à 0 volts. Donc je peux mettre égal à 0 volts. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le générateur éteint. On refait du coup la même chose avec le générateur allumé. Donc, la suite, je note petit b, générateur allumé. Donc tension aux bornes de la lampe égale, et tension aux bornes du fil égale, donc bien entendu on reprendra le même fil pour la tension aux bornes du fil. Donc je rebranche ma pile. Voilà, donc là la lampe s'allume, le générateur est allumé, il y a du courant qui circule. Je mesure la tension aux bornes de la lampe, donc je mets un fil du voltmètre sur une borne et l'autre fil, le rouge, sur l'autre borne. Et je lis la tension moins 200 volts. Alors le moins ici, il veut simplement dire que j'ai branché mon voltmètre à l'envers. D'accord? Donc si j'échange les bornes du voltmètre, si je mets le noir et le rouge sur les deux bornes, si j'échange les deux bornes, voilà, j'ai toujours la même valeur, 200 volts, mais cette fois-ci, la valeur est positive. D'accord? Voilà. Donc 200 volts, ça veut dire que, par exemple, j'ai un niveau électrique égal à 200 volts ici, et un niveau électrique égal à 0 volts ici. Et donc la différence entre les deux, l'écart est de 200 volts. Mais j'aurais aussi pu avoir un niveau électrique de 100 volts ici, et un niveau électrique de moins 100 volts ici. Et l'écart est toujours de 200 volts. Hein. La tension ici, la différence de niveau électrique entre les deux bornes est toujours de 200 volts. D'accord? Donc ce qui est important, c'est d'avoir la différence de niveau électrique entre les deux bornes, et non pas juste le niveau électrique d'une seule borne. D'accord? Ça, en fait, on s'en fiche un petit peu. Le voltmètre, lui, va mesurer la différence entre les deux bornes, en fait. D'accord? C'est ça qui est important, c'est la différence. Voilà, donc on le note rapidement sur la feuille de résultat. Donc, la tension aux bornes de la lampe lorsque le générateur est allumé est égale à 200 volts. Voilà, d'accord? Et la tension aux bornes du fil, donc on va reprendre le même fil. Hop. Et hop. Toujours égal à 0 volts. 0 volts. Voilà. Donc, il faut présenter ça sous forme de tableau. Donc, je vais rapidement faire un tableau. Et puis ensuite, on continuera avec le reste des questions. Alors, du coup, si on résume toutes les valeurs qu'on a eues, toutes les mesures qu'on a faites dans le tableau ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premières lignes. Pardon.
J'ai fait 3 lignes supplémentaires, c'est pour les questions suivantes, hein, d'accord? J'ai pris un petit peu d'avance. Donc, lorsque le générateur est éteint, on a une tension aux bornes de la lampe qui est égale à, on l'a dit tout à l'heure, 0 volts. Pareil pour le fil. Lorsque le générateur est allumé, par contre, la tension aux bornes de la lampe est égale à 200 volts ici. 200 volts. Et la tension aux bornes du fil, elle est égale à toujours 0 volts. D'accord? Voilà. Ensuite, question numéro 3, il faut refaire les mesures, mais cette fois-ci lorsque la lampe est dévissée de son support. Et il faut toujours compléter le tableau. D'accord? Donc, on va refaire la même chose. Donc, question numéro 3, lampe dévissée de son support. Donc, on va toujours faire petit a, petit b pour générateur éteint et générateur allumé. Donc, petit a, générateur éteint. Voilà. Donc, tension aux bornes de la lampe, U lampe, égale. Donc, cette fois-ci, il faut à la fois éteindre le générateur et dévisser la lampe. D'accord? Donc, on va faire les deux. On éteint le générateur en débranchant ici un fil et on dévisse la lampe, c'est-à-dire qu'on va carrément enlever toute la lampe en entier. Voilà. Donc, maintenant, je mesure la tension aux bornes de la lampe. Donc, je prends une borne ici avec un fil pour le voltmètre et la deuxième borne avec l'autre fil pour le voltmètre encore. On a une tension ici de la lampe égale à 0 volts. D'accord? Donc U lampe est égal à 0 volts. On fait la même chose avec le fil. U fil égale, donc je vais reprendre encore le même fil. Donc c'est ici et ici. Et je lis 0 volts encore. D'accord? Voilà. Maintenant, alors je vais prendre une autre feuille parce que j'ai plus trop de place. Petit b, cette fois-ci, le générateur est allumé. D'accord? J'ai oublié de vous montrer. Excusez-moi, j'ai écrit mais sans vous montrer. Donc le générateur éteint ici avec la lampe débranchée, dévissée. On a la tension aux bornes de la lampe égale à 0 volts et la tension aux bornes du fil égale à 0 volts aussi. D'accord? Donc cette fois-ci, on fait petit b générateur allumé, mais toujours avec la lampe dévissée. Générateur allumé avec la tension aux bornes de la lampe égale donc bien entendu je rebranche ici la pile, je mesure aux bornes de la lampe, j'ai toujours 0 volts, hein, d'accord, U lampe égale à 0 volts. Et la même chose ici avec le fil égale aux bornes du fil, j'ai toujours 0 volts. Mais là, je vais rajouter une troisième mesure. Je vais rajouter la tension, mesure de la tension aux bornes du fil qui est ici. Le fil qui est ici, c'est-à-dire, voilà, ce fil-là, enfin c'est deux fils en fait. Les deux fils auxquels était branchée la lampe, je vais mesurer la tension aux bornes de ces deux fils-là. D'accord? C'est la question qu'il n'y a pas dans l'activité et qui, pour moi, est nécessaire pour faire la dernière question. D'accord? Donc ici, je vais mesurer la tension aux bornes de ce fil-là, lorsque le générateur est éteint. D'accord? Donc, petit c, générateur éteint, générateur éteint. Cette fois-ci, je vais mesurer la tension U, voilà. Comment est-ce que je vais l'appeler celle-là? Tension fil lampe, on va dire ça comme ça. Tension fil lampe. Voilà, c'est la tension aux bornes des fils auxquels on branche la lampe. D'accord? Donc si je mesure ici la tension, ah là là, la souris ne veut plus fonctionner. Donc je mesure la tension aux bornes de ces deux fils là et j'ai une tension, alors il y a écrit point d'interrogation mais en fait c'est égal à 0, c'est parce que en fait ce fil là il est branché à rien. Alors c'est pas du tout le, comment dire, c'est l'animation, hein, d'accord, s'il y a un point d'interrogation là, c'est l'animation qui comprend pas en fait ce que je suis en train de faire, mais dans la vraie vie avec un voltmètre, si vous mesuriez la tension ici, entre ces deux là, vous auriez quelque chose comme 0, d'accord, enfin il faudrait débrancher ici, voilà, avec la pile débranchée ici et les deux fils débranchés ici, vous auriez un voltage égal à 0 volts, d'accord. Et maintenant, avec le générateur
donc petit d, avec le générateur allumé cette fois-ci, donc je vais rebrancher le générateur. La tension fil lampe, donc je rebranche le générateur, voilà, et là je vois que la tension est égale à moins 200 volts. Alors je vais voilà, inverser ça, et je vois ici que la tension est égale à 200 volts. D'accord? Donc quand j'ai ma pile qui est branchée, j'ai une tension entre ces deux fils-là. Même si ces deux fils-là sont reliés à rien du tout, hein. Ils ne sont pas branchés ensemble, ils ne sont pas branchés à une lampe ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une différence de niveau électrique entre le bout de ces deux fils-là. D'accord? En réalité, le plus de la pile ici, il est relié finalement à ce fil-là, et le moins de la pile ici, il est relié à ce fil-là. Donc on retrouve le niveau électrique de la borne plus de la pile à l'extrémité de ce fil-là qui est relié à la borne plus, et on retrouve aussi le niveau électrique de la borne moins de la pile au bord de ce fil-là, à l'extrémité de ce fil-là, qui est relié au pôle moins de la pile. D'accord? C'est pour ça qu'en fait on retrouve ici 200 volts. Si je mesure la tension aux bornes de la pile, je trouve aussi 200 volts. D'accord? 200 volts aux bornes de la pile, qu'on retrouve ici à l'extrémité des deux fils qui sont reliés aux deux bornes de la pile en fait. D'accord? En fait, ces deux fils-là, en fait, c'est simplement comme si j'avais prolongé le pôle plus et le pôle moins de la pile. Hein? Ce fil-là, je viens de prolonger le pôle plus, et ce fil-là, je viens de prolonger le pôle moins. Donc c'est normal qu'on retrouve finalement ici le pôle plus de la pile, et ici le pôle moins de la pile. Et donc on a toujours la même différence de niveau électrique, ici, entre le pôle plus et le pôle moins, qui est égal à 200 volts. Ok? Voilà. Alors bien entendu, si je reprends ici la tension en borne de ce fil-là, je retrouve toujours 0 volts. Parce qu'en réalité, entre ce point-là du fil et ce point-là du fil, en fait ce fil-là il est relié qu'au plus, il n'est pas relié au moins en fait, d'accord? Il est relié que au plus. Donc c'est pour ça qu'entre ces deux bornes-là, j'ai 0 en différence de potentiel. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai le même niveau électrique, d'accord? J'ai le même niveau électrique plus. Du coup, comme j'ai le même niveau électrique plus entre ces deux points-là, bah, la différence entre ces deux niveaux électriques-là est égale à 0, d'accord? C'est comme si j'avais 100 volts ici et 100 volts ici, et ben la différence entre les deux, ça fait 0. Il n'y a pas d'écart entre 100 volts et 100 volts, ok? Mais entre ici et ici, oui, il y a un écart. Il y a un écart de 200 volts, ok? Voilà. Donc voilà, donc je vais remplir le tableau ici. Donc avec on a dit U lampe, mais cette fois c'est dévissé, lorsqu'elle est dévissée. Et on avait dit que lorsque la lampe est dévissée et que le générateur est éteint, je retrouve plus mes feuilles, tiens. Ah bah oui, c'est juste en dessous, pardon. C'était égal à 0 volts. Et lorsque le générateur était allumé, c'était aussi égal à 0 volts. D'accord? Cette fois-ci, le U file, mais là, cette fois-ci, c'est toujours lorsque la lampe est dévissée. Et j'ai aussi 0 volts ici et 0 volts ici. Par contre, ma tension aux bornes du fil auquel étaient branchées les lampes, cette fois-ci, donc fil lampe, comme je l'avais appelé, j'ai, lorsque le générateur est éteint, 0 volts. Et lorsque le générateur est allumé, j'ai 200 volts. D'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Question numéro 4. Un courant électrique circule-t-il lorsque la lampe est dévissée? Bon, ça vous le savez, il n'y a pas besoin de mesurer l'intensité du courant dans le circuit ici. Question 4. Si la lampe est dévissée, alors le circuit est ouvert et donc il n'y a pas de courant électrique qui circule. D'accord? Donc question 4, si la lampe est dévissée, virgule, alors le circuit est ouvert. Virgule. Donc il n'y a pas de courant électrique dans le circuit. Voilà. D'accord? Petit 5 cette fois-ci. Du coup, à l'aide des documents 1, 2 et 3 et des résultats de mesure, expliquez pourquoi il faut couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe. D'accord? Et c'est là où la dernière mesure qu'on a faite prend tout son sens en fait. Parce que
qu'est-ce qui se passe lorsque je change une lampe chez moi? Bah, c'est pas très compliqué. Ce qu'on fait en fait, alors je vais revenir sur, hop, voilà, je vais enlever le voltmètre et je vais, hop, remettre la lampe. Donc voilà, là ma lampe, je veux la changer. Je suis dans cette configuration là, hein, d'accord? Imaginons que vous êtes, vous voulez changer une lampe qui est au plafond, vous voulez la dévisser, l'enlever pour la remplacer par une autre. D'accord? Donc je suis dans cette configuration là. Donc vous enlevez la lampe, vous la dévissez. Donc en fait, lorsque vous la dévissez, vous l'enlevez, vous la séparez des fils de connexion auxquels elle est reliée en fait, cette lampe là. D'accord? Mais les fils de connexion, eux, ils restent toujours là, hein, ils restent toujours dans le plafond. Alors vous les voyez pas parce qu'en fait ils sont comment dire, ils ne sont pas directement visibles en fait, ils sont simplement reliés à la comment on appelle ça, au support dans lequel on va mettre la lampe en fait, d'accord? Donc vous ne voyez pas réellement les fils, mais ils sont là, ils sont dans le plafond, d'accord? Et on a vu que si je ne change rien à ça, si je fais simplement que dévisser la lampe, il y a une tension entre ces deux fils là, auquel était branchée la lampe. Et c'est la tension qui est égale à 200 volts, d'accord? Vous, à la maison, au niveau du plafond, au niveau des lumières, vous avez une tension qui est égale à peu près à 200 volts aussi, 230 volts en fait, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cette pile là, parce que justement, on peut avoir exactement, enfin presque, la même situation que lorsque vous changez vraiment une ampoule dans votre maison, d'accord? Donc vous avez ici une tension à niveau électrique égale à 200 volts entre ces deux fils là. L'électricité ne passe pas bien entendu entre ces deux fils là parce que entre les deux il y a de l'air qui est isolant. Donc comme il est isolant, il va empêcher l'électricité de passer d'un niveau électrique plus au niveau électrique moins, d'accord? Mais comme on l'a vu dans le cas des orages, si la différence de niveau électrique entre ces deux fils là était beaucoup plus grande, alors l'air ne pourrait plus jouer son rôle d'isolant et on aurait un arc électrique qui se produirait entre ces deux fils là, d'accord? Là ce n'est pas le cas parce que 230 volts c'est pas assez entre ces deux fils, la tension électrique étant égale à 230 volts n'est pas suffisante pour créer un arc électrique entre ces deux fils, d'accord? Par contre, si je mets un fil ici pour connecter ces deux fils là, alors le courant peut passer, hein? Voilà, et là même le courant est tellement fort que la lampe, la pile prend feu. Alors vous, chez vous, ne vous amusez surtout pas à faire ça, bien entendu. Ne connectez surtout pas deux fils apparents dans votre plafond ou dans votre, je sais pas, n'importe où dans votre maison. Parce que justement, ça risque de faire la même chose. Vous risquez de déclencher un incendie. Alors pas forcément au niveau du générateur, donc pas forcément au niveau d'EDF entre guillemets, parce qu'en fait là la pile qui est ici, elle représente en fait le générateur d'électricité qu'il y a dans une centrale électrique qui est plus loin, d'accord? Donc vous n'allez pas déclencher l'incendie d'une centrale électrique en faisant ça, vous allez simplement déclencher un incendie chez vous parce que les fils qui conduisent l'électricité chez vous vont chauffer très fort en fait, vu que vous reliez simplement ces deux fils là par un troisième fil, d'accord? L'électricité, le courant électrique qui va passer dans les fils sera tellement fort que ça fera fondre les fils et ça leur fera, ils s'enflammeront en fait, hein. Vous déclarerez un incendie, vous déclencherez un incendie chez vous, d'accord? Donc si je mets un conducteur électrique entre ces deux fils là, l'électricité va circuler, d'accord? Parce que vous avez un niveau électrique plus ici et un niveau électrique moins ici, ok? Et donc, si je mets ma main par exemple ou mon doigt, si je touche les deux fils avec deux doigts ou avec ma main, enfin peu importe la partie du corps avec laquelle vous touchez ces deux fils là, et ben comme votre corps il est conducteur électrique, parce qu'il est fait plein d'eau en fait, hein, votre corps c'est une sorte de gros sac d'eau, hein, on est fait à peu près entre 70 et 80% d'eau, donc l'électricité va pouvoir circuler dans votre corps. Et là ça devient très dangereux parce que si l'électricité circule dans votre corps, et ben vous allez, ça va endommager vos organes en fait. Ça peut vous provoquer des brûlures, ça peut vous provoquer des crises cardiaques, et là c'est pas bon du tout, hein, d'accord? Donc c'est ça le danger en fait, c'est lorsque vous changez une ampoule, c'est de toucher un des fils qui sont dans le plafond en fait. Ok? Alors, ça peut être aussi dangereux si vous ne touchez qu'un seul des deux fils. D'accord? Si vous faites ça, ça peut aussi être dangereux parce que votre corps, lui, ici, il va être relié à la terre, au sol, en fait. Hein, vous ne lévitez pas dans l'air, hein, vous ne changez pas votre ampoule en volant, en fait. Hein. Donc vous, le reste de votre corps, il touche le sol. Ou alors, il est sur une échelle qui touche elle-même le sol. D'accord? Sauf que le sol, comme on l'a vu pour l'exemple de l'orage, il a aussi un certain niveau électrique
qui est différent du niveau électrique qu'il y a dans le plafond, au niveau du fil. Donc votre corps, enfin l'électricité va aussi passer par votre corps pour rejoindre la terre. Donc vous n'êtes pas obligé de toucher les deux fils avec vos deux doigts, ces deux fils là, d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé de toucher ces deux fils ici avec vos deux doigts ou avec votre corps pour qu'il y ait de l'électricité qui traverse votre corps. Il suffit que vous touchiez un seul des deux fils, d'accord, pour qu'il y ait du courant électrique qui passe à travers votre corps et rejoigne la terre. Parce que le niveau électrique de la terre est différent du niveau électrique du fil, d'accord. C'est voilà, c'est ça qui est un peu dangereux, enfin qui est même très dangereux. Donc lorsque vous changez une lampe, si vous voulez pas qu'il y ait un danger pour vous ici au niveau des deux fils, il faut éteindre la pile, il faut débrancher la pile, il faut au niveau de votre compteur électrique éteindre l'interrupteur, d'accord. C'est ça en fait ce que vous avez dans votre livre, c'est cette image là, d'accord. Ici vous avez tous les interrupteurs qui sont au niveau du tableau électrique de votre maison et il faut baisser l'interrupteur qui correspond justement au circuit qui correspond à votre à la pièce dans laquelle vous voulez changer l'ampoule, d'accord. Voilà. Et si vous faites ça, si vous enlevez la pile, on l'a vu tout à l'heure, le niveau électrique entre les deux fils ici, il est égal à 0. Bon là c'est toujours point d'interrogation, mais normalement il devrait être égal à 0, d'accord. Donc vous ne risquez rien ici à changer l'ampoule. Donc vous débranchez la pile, vous prenez une nouvelle ampoule, d'accord, voilà, tac, et une fois que vous avez branché votre ampoule, vous pouvez rebrancher la pile ici, donc vous pouvez relever l'interrupteur qu'il y a dans votre tableau électrique dans votre maison, et là c'est bon, vous ne risquez rien, d'accord. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas très facile à tout appréhender, mais il faut simplement retenir que quand vous avez ce genre de choses ici, le fil ici qui est relié au pôle plus de la pile, à l'extrémité de ce fil là, vous avez le même niveau électrique que le niveau électrique que vous avez au pôle plus de la pile. En fait c'est une extension, quand je branche un fil ici, ça va être une extension du pôle plus de la pile ici, d'accord. Et pareil ici aussi, quand je vais brancher ce fil là au pôle moins, je vais avoir une extension, si vous préférez, du niveau électrique de la pile à l'extrémité de ce fil là. Donc on retrouve le niveau électrique du plus à l'extrémité du fil qui est branché sur le plus, et le niveau électrique du moins à l'extrémité du fil qui est branché au moins de la pile. Et donc quand je mesure la différence des deux niveaux électriques ici, je vais obtenir le même résultat que la différence des deux niveaux électriques ici, d'accord. Donc c'est très dangereux ici de toucher ces deux fils là, parce que vous allez avoir un courant qui va passer d'un fil à l'autre en passant par l'objet qui relie ces deux fils là. S'il est conducteur, bien entendu. Si c'est un fil qui est isolant, alors il n'y aura pas d'électricité qui passera par ici, et j'aurai toujours la même tension entre ces deux fils là, une même différence de niveau électrique. Voilà. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors non, on va pas s'arrêter là pour aujourd'hui, excusez-moi, je dis des bêtises. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être de faire l'exercice, faire l'activité 5, page 116. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu en quoi elle correspond. Alors pour l'activité 5, page 116, je vais vous la lire rapidement. Prenez votre cahier aussi également avec vous. On va la lire ensemble rapidement. Donc, activité 5, pourquoi la voiture d'un circuit accélère-t-elle lorsqu'on appuie sur la manette? D'accord. Donc dans un circuit de voiture électrique, les voitures comportent un moteur électrique qui, lorsqu'il est alimenté, convertit l'énergie électrique reçue en énergie cinétique, entraînant les roues de la voiture. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie d'un objet qui est en mouvement. Hein. Du fait qu'il a une vitesse, il a une énergie cinétique. C'est l'énergie de mouvement. Voilà. Document 1, vous avez une petite photo d'une petite Formule 1 électrique là. L'alimentation des voitures électriques d'un jeu de course. Donc un générateur est relié à une manette de jeu, elle-même reliée aux rails disposés tout au long de la piste. Sous chaque voiture, des languettes métalliques permettent de relier électriquement le moteur de la voiture aux rails du circuit. D'accord. Donc en fait les rails du circuit conduisent l'électricité jusqu'à la voiture dans laquelle il y a un moteur. Et le moteur va donc recevoir l'électricité par un rail et va tourner du coup grâce à cette électricité là. L'électricité va repartir dans le deuxième rail. D'accord. Voilà, et donc le moteur va entraîner les roues de la voiture. Ensuite, document 2, vous avez le schéma d'une manette. La manette est constituée d'un conducteur ohmique réglable de symboles, et puis vous voyez le symbole du conducteur ohmique. Conducteur ohmique, c'est la même chose que résistance.
En fait, c'est son vrai nom. Le vrai nom de la résistance ou de résistor, c'est conducteur ohmique. D'accord? Voilà, mais c'est une résistance. Alors la petite flèche que vous voyez ici sur le symbole de la résistance, c'est simplement pour dire qu'elle est réglable. On peut régler la valeur de la résistance On peut régler la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Voilà, d'accord? Document 3, loi d'additivité des tensions. Les tensions sont indiquées par la lettre U, ça on l'a déjà vu, d'accord? Donc vous avez le schéma d'un circuit électrique, un circuit en série, avec un générateur, un moteur et un résistor variable. D'accord? Donc le rectangle avec la flèche dedans. On nous dit que U est égal à U1 plus U2. Donc en gros, la tension totale, c'est-à-dire la tension grand U du générateur, elle est égale à la tension U1 aux bornes du conducteur ohmique, plus la tension U2 aux bornes du moteur. D'accord? C'est ça ce qu'on nous dit. Donc question 1, on peut modéliser l'ensemble du jeu par un circuit électrique série constitué d'un générateur, d'un conducteur ohmique réglable et d'un moteur électrique. Réaliser ce circuit électrique, le circuit étant fermé, agir sur le variateur du conducteur ohmique réglable, noter les observations. Je vais vous le faire, on va le faire en même temps cette première question pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le conducteur ohmique réglable avec l'application que vous avez sur internet. Donc vous allez sur votre site internet là, FET Colorado, et vous faites le même circuit qu'il y a dans le document 3. Donc dans le document 3, vous avez un générateur. Alors le générateur il est en haut, donc vous prenez la pile par exemple, voilà. Vous allez relier ici la bande plus de la pile au premier dipôle qui est un moteur. Alors nous, il n'y a pas de moteur dans les différents dipôles qu'on nous propose ici, il n'y a pas de moteur, donc on va remplacer le moteur par une lampe, d'accord? On va remplacer le moteur par une lampe. Donc je mets la lampe ici, à la place du moteur, et je vais relier cette lampe-là à la résistance variable. Donc pour la résistance variable, vous prenez simplement le résistor ici, qui est en dessous de la lampe, d'accord? Vous prenez celui-là, et ensuite vous finissez de fermer le circuit, d'accord? Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma lampe qui brille et j'ai mon résistor à côté. Donc pour changer la résistance du résistor, vous cliquez dessus et vous voyez en bas là, vous avez une petite tirette qui vous permet de modifier la résistance. Vous voyez, il y a, là je peux aller jusqu'à 31,5 ohms, 55,5, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fonction du changement de la valeur de la résistance, ma lampe s'allume ou s'éteint. Enfin, elle brille plus ou moins fort en fait. D'accord? Je vous rappelle que la lampe remplace le moteur, donc si j'avais un moteur à la place de la lampe ici, le moteur tournerait plus ou moins vite en fonction de la valeur de la résistance ici variable, d'accord? Voilà. Donc voici la première question qu'il fallait faire. Il fallait donc modéliser l'ensemble du jeu par un circuit électrique en série avec une lampe et un résistor. Donc on nous demande d'agir sur le variateur du conducteur ohmique réglable et de noter les observations. Donc là on a vu que lorsque j'agis sur la résistance du résistor, ma lampe s'éclaire plus ou moins fort. C'était ça qu'il fallait noter les observations. La lampe s'éclaire plus ou moins fort. Je le répète, dans le cas d'un moteur, ça voudrait dire que le moteur tourne plus ou moins vite. D'accord ? Question numéro 2, pour un même réglage du variateur, mesurer les tensions aux bornes du générateur, du moteur et du conducteur ohmique réglable et regrouper les résultats dans un tableau. Donc là, vous choisissez, pour la deuxième question, vous choisissez une valeur de la résistance, n'importe laquelle, par exemple je choisis 15 ohms, voilà, 15 ohms. Et une fois que j'ai choisi 15 ohms, je vais prendre mon voltmètre et je vais mesurer la tension aux bornes du générateur, du moteur, donc ici de la lampe, et du conducteur ohmique réglable, donc ici du résistor. D'accord ? Et ensuite, une fois que vous avez mesuré les valeurs de tension de ces trois dipôles-là, vous les regroupez dans un tableau. Pas compliqué. D'accord ? Troisième question, il faut refaire les mesures, mais cette fois-ci pour un autre réglage du variateur. Donc cette fois-ci, vous changez le réglage de la résistance, vous prenez par exemple, je sais pas moi, 33 ohms, au hasard, là, je fais vraiment au hasard. Vous pouvez prendre une autre valeur pour le résistor. Et cette fois-ci, vous recommencez. Donc vous prenez encore la tension aux bornes du générateur, de la lampe et du résistor. Et vous complétez le tableau que vous avez déjà fait, ou alors vous refaites un tableau avec ces nouvelles valeurs là dedans. D'accord ? Et ensuite on vous demande comment les tensions aux bornes de ces dipôles là, les trois tensions que vous avez mesurées grâce au voltmètre ici, comment est-ce qu'elles évoluent ? D'accord ? Comment est-ce qu'elles évoluent entre elles ?
Question 4. Montrer que les résultats des mesures sont en accord avec la loi énoncée dans le document 3. Dans le document 3, on vous dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du moteur plus la tension aux bornes du résistor. C'est ça la loi d'additivité des tensions. Donc en gros, est-ce que c'est vrai? Avec les valeurs que vous avez mesurées, la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes du résistor, est-ce que cette loi-là, qui dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension de la lampe plus la tension du résistor, est vraie? Ça, c'est à vous de voir après avoir fait les mesures. D'accord? Et enfin, question 5, pourquoi la voiture d'un circuit accélère-t-elle lorsqu'on appuie sur la manette? Ok? Voilà. Donc, c'est directement en lien avec la question numéro 1. Quand je fais varier la résistance ici, on voit que la lampe s'allume plus ou moins fort. D'accord? Donc, dans un circuit électrique, quand j'appuie sur la manette pour contrôler la vitesse de la voiture électrique, en fait, j'agis sur la résistance du résistor. D'accord? Et donc en agissant sur la résistance du résistor, eh ben, je vois que... bref, je vais m'arrêter là, je suis en train de donner la réponse. Bref. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, vous me faites cette activité là, l'activité 5. C'est vraiment pas compliqué, ça va assez vite. D'accord? Et puis voilà. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la correction de cette activité là. Allez, bon travail, bonne semaine.